Et si perdre son emploi signifiait aussi perdre son foyer, sa dignité, et l'amour de sa vie? Dans une Lagos vibrante mais impitoyable, Malik et Leila s'aiment, se déchirent, et se reconstruisent chacun à leur manière. Mais quand la chute devient inévitable, jusqu'où peut-on tomber sans se perdre? Et surtout, peut-on apprendre à aimer autrement, après l'orage? C'est une journée de chaleur lourde à Lagos. Les rideaux voilent à peine la lumière vive du soleil. Dans la maison de Malik et Leila, l'atmosphère est d'ordinaire rythmée par les rires des enfants et les sons du ventilateur qui bourdonnent. Mais aujourd'hui, le silence domine. Une odeur de riz mijote encore dans la cuisine. Le salon est bien rangé, coussins géométriques sur un canapé en velours usé, un cadre de mariage trône sur la commode, les sourires figés dans le passé. Il est à peine 12h45. Trop tôt. Malik ouvre la porte doucement, comme s'il ne voulait pas déranger le monde en dehors de lui. Il garde sa clé dans la serrure plus longtemps que d'habitude, la tourne lentement, puis la relâche. Il entre, referme la porte derrière lui. Il reste quelques secondes immobile, son sac à la main. Son visage est grave, son regard vide, comme vidé d'énergie. Leila, encore vêtue de son tailleur beige de professeur, est surprise. Elle tient une assiette de fruits pour les enfants. En le voyant, un sourire nerveux naît sur son visage. « Tu es déjà là, Malik? Il s'est passé quelque chose à ton travail ?» Elle sait déjà que ce n'est pas une simple visite. Son instinct de femme a capté l'anomalie. Elle pose doucement l'assiette sur la table basse. Malik ne répond pas tout de suite. Il retire ses chaussures, marche jusqu'au salon comme un automate et s'assied sur le canapé sans dire un mot. Il penche la tête en arrière et ferme les yeux un moment. Leila le regarde, inquiète, s'assoit en face de lui. Une mouche traverse l'air, rompant le silence. Puis, avec une voix presque inaudible. « Ils m'ont viré. » Un battement de cœur. Un écho sourd. Leila fronce les sourcils. « Comment ça? Viré? Tu veux dire licencié? » Malik hoche la tête sans la regarder. Réduction de personnel. Ils ont remercié tout un département. Moi y compris. Leila sent son estomac se nouer. Les mots résonnent dans sa poitrine. Les enfants, les frais scolaires, la nourriture, le loyer. Elle se lève et fait quelques pas. Ses mains tremblent. Elle les joint devant sa bouche. Mais, ton salaire payait presque tout. Comment on va faire, Malik? Tu n'as rien vu venir? Tu n'as pas été prévenu? Sa voix monte. Malik, accablé, baisse la tête. J'ai su la veille. Je pensais qu'il m'épargnerait. Leila passe de l'inquiétude à la frustration. Elle regarde autour d'elle, les murs, le plafond, les photos. Puis elle fixe Malik. Tu m'avais promis de sécuriser l'avenir de cette famille, Malik. Maintenant c'est quoi, la suite? On va mendier? Elle s'en veut aussitôt d'avoir dit cela, mais c'est trop tard. Malik relève la tête lentement. Son regard est blessé, et pourtant il ne répond pas. Ce silence la blesse encore plus. Il se lève, prend une profonde inspiration, et d'une voix cassée. Je vais retrouver un autre travail. Je ferai ce qu'il faut. Mais j'ai besoin de soutien. Juste un peu de temps. Il quitte le salon et entre dans la petite chambre, refermant doucement la porte derrière lui. De l'autre côté, Leila reste figée, seule avec ses pensées qui bourdonnent, entre amour, rage et peur. Dans la chambre, Malik s'allonge sur le lit, le regard fixé au plafond, les mains croisées sur sa poitrine. Dans le silence, on entend à peine son souffle profond, retenu, presque brisé. Dans le salon, Leila regarde le cadre photo de leur mariage. Ses mains le saisissent, puis le reposent. Le verre tremble légèrement. La journée commence tôt. Le soleil n'a pas encore percé les rideaux que Leila est déjà debout. Elle prépare les enfants pour l'école, petit déjeuner rapide, uniforme repassé la veille. Dans la cuisine, le bruit des couverts résonne dans un silence pesant.
Malik, d'ordinaire debout avant tout le monde, est encore dans le lit. Un détail qui n'échappe pas à Layla. Elle entre dans la chambre. Tu n'as pas entendu le réveil? Les enfants doivent partir. Malik émerge lentement. Ses yeux sont cernés. Il hoche la tête, s'assoit au bord du lit, dos voûté. Je vais m'occuper d'eux. Tu peux y aller. Layla le regarde un moment. Elle sent la fatigue sur ses traits, mais aussi une certaine mollesse inhabituelle. Elle ne dit rien, lui tend un peigne pour coiffer leur fille. Dans la salle de bain, Malik tente maladroitement de coiffer la petite Hawa. Elle grimace sous les coups de brosse, bouge dans tous les sens. Papa, tu fais mal. Ce n'est pas comme ça que maman fait. Il soupire, essaie d'improviser un chignon. Un désastre. Layla passe dans le couloir, jette un regard rapide. Puis soupire. Donne. Je vais le faire. Il lui tend la brosse, frustré. Je voulais aider. Aide, ce n'est pas improviser. Si tu veux vraiment prendre ta place ici, fais-le correctement. Une pique. Elle ne le regarde pas dans les yeux. Il encaisse. Une fois les enfants déposés, Layla monte sur un Okada, moto-taxi, pour rejoindre l'école où elle enseigne. Le vent balaie ses pensées. Dans sa tête, les comptes, les échéances, les frais scolaires. Elle a la gorge serrée. Chez lui, Malik, seul, se retrouve dans une maison inhabituellement vide. Il s'assoit dans le silence. Il regarde les tasses sales sur la table. Il y a une pile de linge sale. La poubelle déborde. Il se lève, doucement. Se dirige vers la cuisine. Hésite. Puis, il met la main à la pâte. Malik commence par faire la vaisselle. Le savon lui glisse des mains, l'éponge gratte ses doigts, l'eau déborde. Il ne trouve pas où se rangent les assiettes. Chaque geste est hésitant, maladroit, presque étranger. Ensuite, il s'attaque à la lessive. En transpirant, il frotte les habits à la main, ses bras lui font mal. Ce qu'il n'a jamais vraiment fait auparavant. Le soleil est déjà haut quand il s'effondre sur le canapé. Il transpire, les mains gercées. Il allume la télé, mais l'éteint aussitôt. Le silence revient. Vers 17h, Layla rentre. Elle ouvre la porte, découvre une maison rangée. La vaisselle est faite, les vêtements sont étendus dehors. Elle est surprise, mais ne dit rien. Malik est dans la cuisine, en train de préparer du riz et des haricots. L'odeur remplit l'espace. Tu t'es débrouillé aujourd'hui. Il sourit timidement. J'ai essayé. Elle dépose son sac, se déchausse, et s'installe dans le salon. Ses pieds lui font mal. Elle remarque qu'il manque quelque chose. Tu n'as pas passé un coup de balai? La poussière, là, tu ne l'as pas vue? Malik cligne des yeux. Il regarde. La poussière sous la table, effectivement. J'y ai pas pensé. Eh bien pense Y demain. Parce qu'en ce moment, ce n'est plus moi qui gère la maison. Toi, tu es à la maison. Tu dois assurer. Malik reste figé quelques secondes. Il sent le poids de ses mots sur sa poitrine. Être celui de la maison ne faisait pas partie du rôle qu'il s'imaginait. Il serre les dents. Tu crois que j'ai choisi ça? Tu crois que c'est facile de me voir inutile, comme ça? Layla hausse les épaules, fatiguée. Tu n'es pas inutile, Malik. Mais tu dois t'adapter. Ce n'est pas moi qui ai perdu ton boulot. Elle se lève, passe près de lui, le regarde droit dans les yeux. On n'a pas le luxe de l'orgueil ici. Si tu veux t'en sortir, tu vas devoir avaler ta fierté. Ce soir-là, ils mangent en silence. Les enfants rient devant la télévision, inconscients des remous. Malik serre Layla, sans rien dire. Elle goûte le plat, ne fait aucun commentaire. Il attend une réaction, mais rien ne vient. Cela lui fait plus mal qu'une critique. Dans le lit, dos à dos, aucun mot n'est échangé. C'est le 3e jour du mois.
Sur la petite étagère de l'entrée, les factures s'empilent. Des enveloppes jaunies, certaines à moitié ouvertes, d'autres encore scellées, comme si le simple fait de ne pas les regarder pouvait les faire disparaître. Une pile menaçante, eau, électricité, école privée, internet. Sur le frigo, un papier est fixé avec un aimant, loyer en retard. Dernier avertissement. Écrit à la main, signé du propriétaire. Ding dong. Leïla est en train de corriger des copies dans la chambre. Malik est seul dans le salon. Il regarde la porte comme si elle était un monstre. Il s'approche, jette un œil discret à travers le judas. C'est Monsieur Adebayo, le propriétaire de la maison. Chemise blanche froissée, grosse clé à la main, regard sévère. Malik inspire. Il ouvre. Ah, Monsieur Malik. Je ne vais pas tourner autour du pot. Cela fait 2 mois. Je peux comprendre les difficultés, mais moi aussi j'ai une famille. Malik tente de sourire. Je comprends. Donnez-moi juste un peu de temps. Je suis en recherche active. Ça va s'arranger. Adebayo croise les bras. Vous m'avez dit ça le mois dernier. Là, je veux au moins une preuve que vous êtes sérieux. Sinon, je donne l'avis d'expulsion. Après son départ, Malik reste devant la porte entrouverte. Il ne sent même plus la chaleur. Il referme lentement, le regard vide. Dans la chambre, Leïla entend tout. Elle sort, les bras croisés. Tu ne m'avais pas dit que le propriétaire avait déjà lancé un avertissement officiel. Je voulais pas t'inquiéter. Je cherche, Leïla, je te jure. Je postule partout. Elle serre les dents. Et en attendant? Tu veux que je règle aussi ça avec mon salaire d'enseignante? Il reste silencieux. Répond, Malik. Tu veux que je règle le loyer? Tu veux que je m'occupe des enfants, de la bouffe, des factures, et maintenant du toit au-dessus de nos têtes? Malik explose enfin. Et tu crois que ça me fait plaisir de dépendre de toi? Je suis un homme, Leïla. Chaque jour, je me réveille avec une boule au ventre, une voix qui me dit que j'ai échoué. Tu crois que j'ai pas honte? Alors fais quelque chose, au lieu de traîner ici à nettoyer le sol comme une femme de ménage découragée. Le mot femme de ménage glace l'air. Malik reste figé. Il baisse les yeux. Leïla comprend qu'elle est allée trop loin, mais ne s'excuse pas. Elle retourne dans la chambre, claque la porte. Le soir, les enfants dorment. La maison est silencieuse. Malik est assis dehors, sur le petit perron. Une vieille chaise en plastique grince sous son poids. Il regarde les étoiles. Les lampadaires clignotent faiblement. Il allume une cigarette, chose qu'il ne faisait plus depuis des années. C'est sa première depuis longtemps. Une manière de contenir les larmes qui montent. Il consulte son téléphone. Pas d'offre d'emploi. Juste une notification d'un ancien ami. Tu tiens le coup, frère? Malik n'ose pas répondre. Il regarde son propre reflet dans l'écran. Il y voit un homme vidé, à la frontière du renoncement. Le soleil est haut quand Leïla entre en salle des profs. Elle est vêtue d'une robe longue bleu foncé, sobre, mais élégante. Sur son visage, fatigue, tension. Elle salue brièvement ses collègues, s'installe, sort ses copies à corriger. Son esprit vagabonde entre les factures impayées, les dettes qui s'accumulent, et Malik, de plus en plus éteint. Un collègue entre, Monsieur Idriss, professeur d'informatique, quadragénaire, marié, toujours tiré à 4 épingles. Il pose un café devant elle. Tu avais l'air fatigué hier. Je t'ai pris ça en chemin. Leïla lève les yeux, sourit légèrement, surprise. Merci. Ce n'était pas nécessaire. C'est justement pour ça que je l'ai fait. Durant les jours qui suivent, Idriss multiplie les attentions, compliments, petites blagues, messages dans la soirée. Leïla résiste d'abord. Puis, un soir, après une dispute houleuse avec Malik sur l'argent du loyer, elle répond. Rien de compromettant. Juste, merci pour aujourd'hui. Ça m'a fait du bien.
Il réagit aussitôt. Tu mérites bien plus que ce que tu vis. Tu es une femme exceptionnelle. Le lendemain, une enveloppe glissait dans son sac. Dedans, un mot. Je t'ai fait un virement. 1 million de francs. Pas besoin de me remercier. Juste, continue de sourire. Assise dans la salle des profs, elle lit et relit le mot. Elle sent ses mains trembler. Elle appelle sa banque, le virement est bien réel. Elle rentre ce soir-là dans une voiture de taxi privé, chose qu'elle ne s'est pas offerte depuis longtemps. À la maison, Malik est en train de préparer à manger. Elle le salue à peine. Les enfants ont mangé? Oui. Ils ont aimé les haricots ce soir. J'espère qu'il en reste. Elle se serre. Malik la regarde. Tu rentres tard ces jours-ci. Je travaille dur pour nous faire vivre. Elle croque dans un morceau de viande, puis fronce les sourcils. Pourquoi seulement un morceau pour moi? Tu n'as pas pensé que je mérite 2 ou 3 morceaux? Malik la regarde, surpris. Il baisse les yeux. Je voulais répartir pour tout le monde. Tu ne gagnes plus rien, tu ne fais que rester ici. Le minimum, c'est de bien gérer la cuisine. Ou c'est trop demandé? Le silence s'installe. Malik nettoie la table, dos à elle. Ses mains tremblent. Il entend Leila rire doucement à son téléphone. Oh toi! Tu es incorrigible. Un ton doux qu'il ne lui entend plus utiliser avec lui. Il se retourne. C'est qui? Quelqu'un qui sait reconnaître ma valeur. Pas quelqu'un qui se contente de s'excuser pour ses échecs. Les mots le giflent. Il serre la mâchoire. Ses yeux se mouillent, mais il ne cède pas. Il sort sur le balcon sans dire un mot. Seule dans la pièce, Leila regarde son reflet dans l'écran noir du téléviseur. Un reflet déformé, coupé par les lumières vacillantes. Elle touche l'enveloppe encore dans son sac. 1 million. De quoi régler les factures. Offrir un peu de paix. Mais à quel prix? Malik est dehors, appuyé contre la balustrade rouillée, regardant le ciel sans étoiles. Leila, à l'intérieur, assise sur le canapé, téléphone posé à côté d'elle, fixant le vide. 2 silences. 2 blessures. 2 dérives. La pluie martèle les toits de tôle depuis le début de l'après-midi. L'air est humide, la maison plus sombre que d'habitude. Les enfants sont couchés. Un silence tendu règne dans le salon, où seule la télévision diffuse une lueur bleutée. Leila est installée dans le canapé, téléphone en main, souriant en lisant des messages. Malik entre dans la pièce, les sourcils froncés. Il a entendu un nom. Un rire. Un mot qui n'était pas pour lui. C'est qui? Idriss? Leila ne relève même pas les yeux. Tu écoutes maintenant aux portes? Je t'ai entendu. Tu ris avec lui comme tu ne ris plus jamais avec moi. Elle lève enfin les yeux, froide. Peut-être parce que lui, il ne me parle pas que de factures et de pitié. Malik s'approche lentement, le regard blessé. Tu veux dire que pendant que je me tue à chercher un emploi, pendant que je lave tes vêtements et ceux des enfants, toi, tu reçois de l'argent d'un autre homme? Leila se lève, sans ciller. Oui. Et grâce à cet argent, on n'est pas à la rue ce mois-ci. Elle sort l'enveloppe de son sac, la jette sur la table. 1 million de francs. Juste pour que je puisse vivre dans un peu de dignité. Malik reste figé. L'enveloppe semble brûler sur la table. Il la fixe comme si elle allait exploser. Tu as accepté son argent. Tu t'es vendu. Leila claque la main sur la table. Tu crois que j'avais le choix? Tu crois que je voulais ça? Pendant que toi tu te lamentes, moi je me bats. Malik recule d'un pas. Il semble vaciller. Tu m'as enterré vivant, Leila. Non, Malik. Tu t'es enterré toi-même. Moi, je survis. Il saisit la photo de leur mariage sur la commode. Il la regarde longtemps, comme s'il essayait de retrouver l'homme qu'il était. Puis,
Lentement, il la repose. Il inspire profondément. Je vais partir. Je ne peux pas rester ici et te regarder glisser sans rien faire. Pars, alors. Ce sera une bouche de moins à nourrir. Ces mots le crucifient. Il quitte la pièce sans un bruit. Seul le bruit de la pluie comble le vide. Dans la chambre, Malik prépare un petit sac. Il n'a presque rien à emporter. Il regarde les vêtements accrochés derrière la porte, ceux qu'il avait achetés lorsqu'il travaillait encore. Il touche une chemise, puis la laisse retomber. Il s'assoit sur le lit, le regard fixe, puis s'effondre en silence. Les larmes coulent, sans sanglots. Juste un débordement. Au salon, Leila reste debout, les bras croisés. Elle regarde l'enveloppe. Puis elle la jette au sol. Elle se laisse tomber sur le canapé, le visage entre les mains. Une larme solitaire trace une ligne sur sa joue.